Bonjour à toutes et à tous. Donc nous débutons maintenant un premier problème où on va analyser le mouvement d'un solide indéformable. Et là, c'est un problème simple car c'est une rotation d'axe fixe. D'accord. Donc votre cylindre est fixé, donc son centre de gravité en fait ne translate pas. D'accord. Il est fixé puis il tourne sur lui-même. Il est supposé homogène et il est soumis à une force en fait qui est perpendiculaire à son rayon. Il a une épaisseur L et un rayon R. Il est supposé homogène, de masse quantum, et nous allons étudier son mouvement dans le référentiel absolu, terrestre, considéré inertiel. Ok. Donc le référentiel d'étude, ça va être le référentiel terrestre. Galiléen, inertiel, etc. Les repères qu'on a fixés, il y en a un qui est lié au référentiel justement d'étude, c'est G, E1, E2, E3, d'accord? G, pourquoi j'ai choisi G comme origine de ce repère? Car G ne translate pas, donc il fait bien partie du référentiel. Il est immobile par rapport au référentiel G. En effet, le centre de rotation de votre cylindre est le point G. G, E1, E2, E3. Donc lui, c'est le cartésien qui est fixé au référentiel. Mais vous en avez un autre. Vous avez ce qu'on appelle le repère d'inertie. G, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Vous remarquez que epsilon 3 et E3 sont le même vecteur unitaire. Le repère d'inertie, c'est le repère qui est lié au solide indéformable selon ses axes principaux d'inertie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est orienté d'une telle façon que ces vecteurs unitaires sont dans les axes qui, de telle sorte à diagonaliser le tenseur d'inertie associé à votre solide. D'accord, donc c'est le repère dans lequel le tenseur d'inertie est diagonal. On va le diagonaliser. Donc on va placer le repère d'inertie selon les axes principaux d'inertie de notre solide pour diagonaliser son tenseur d'inertie. Maintenant, ces axes principaux d'inertie, comment les repérer? Eh bien, si votre solide est homogène et s'il est, s'il est hautement symétrique, comme le cas d'un cylindre, eh bien, ça va simplement être ses axes de symétrie. Donc, passant par son centre de gravité. Donc le premier axe du coup d'inertie, ça va être celui-ci, celui qui génère le cylindre. Et les deux autres, eh bien, ce sont les axes passant, donc ils vont être orthogonaux bien sûr les uns aux autres, hein, les axes. Et les deux autres sont les axes passant par la tranche du cylindre. Et donc vous voyez ici en fait que donc on pourrait les prendre en fait n'importe où sur la tranche du cylindre, d'accord? On pourrait les prendre là et bien sûr de façon perpendiculaire, un là et puis un autre là-bas, un là puis un autre là-bas. Ce qui fait que en fait le cas d'un cylindre est assez pratique si vous voulez parce que le repère d'inertie doit tourner avec le solide. Sinon, s'il ne tourne pas avec le solide lui subit des rotations puis à un moment il peut se retrouver d'une telle façon que si vous prenez une photo à cet instant-là, un des axes n'est pas aligné sur un des axes principaux d'inertie de votre solide. Et dans ce cas-là, votre tenseur d'inertie n'est plus diagonal. Mais là, vu que c'est un cas vraiment très symétrique, enfin c'est hautement symétrique, le moment d'inertie, selon la tranche, peu importe où vous le prenez, ce sera toujours le même. Donc en fait, le repère qui est ici lié au référentiel est aussi un repère d'inertie dans ce cas-là, dans le cas d'un cylindre, dans ce contexte ici, où il y a une rotation simplement, la vitesse, le vecteur de vitesse angulaire a une seule composante. Donc souvenez-vous de ça, ça peut être utile. Mais on va travailler avec le repère d'inertie qu'on a défini tournant avec le cylindre à une vitesse angulaire oméga. Oméga n'est pas forcément constant ici. Voilà. Puis d'ailleurs, en fait, on va faire démarrer notre cylindre à une vitesse nulle et on va appliquer une force ici qui est, du coup, j'ai dit perpendiculaire au rayon. Et vous voyez comment j'ai placé, j'ai aligné epsilon 1 vers le point d'application de la force tel que, du coup, F et epsilon 2 soient collinéaires. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, qu'allons-nous avoir? Oui, donc le repère dont je vous ai parlé, c'est le repère d'inertie. G, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. De telle sorte à ce que le tenseur d'inertie exprimé dans ce repère soit diagonal. Et même s'il n'était pas diagonal, vous avez un théorème d'algèbre qui vous permet de le diagonaliser. Mais dans ce cas-là, il va falloir. Et il vous permettrait de trouver un autre repère. Je vous laisse vous amuser avec ça dans votre cours d'algèbre linéaire. Ok, donc G epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, c'est le repère d'inertie qui est lié au solide, qui tourne avec le solide, à ne absolument pas confondre avec le référentiel d'inertie, il n'a rien à voir. C'est un repère, c'est un objet mathématique. Système, c'est notre cylindre.
masse M, homogène. Et le tenseur d'inertie, je vais pouvoir le placer ici, même plus par là, voilà. Le tenseur d'inertie, je vais appeler I en G, hein, bien sûr, il faut définir le point d'application, donc là ce sera le tenseur défini au centre de masse. La diagonale, la première composante, ça va être selon epsilon 1, donc en fait c'est quelle serait la géométrie des masses selon l'axe généré par G epsilon 1, ou encore quelle est la rotation, quelle est la résistance à l'accélération angulaire selon l'axe généré par G epsilon 1. Et bien ça, on l'appelle en général I1, mais ici je vais l'appeler I perpendiculaire, parce que lui c'est I parallèle, et lui c'est I perpendiculaire, et lui c'est I perpendiculaire. Du coup ici on a I perpendiculaire, 0, 0, 0, I perpendiculaire, 0, 0, 0, et ici on a I parallèle, en I3, 3. En fait ce serait I1, 1, I2, 2, I3, 3. Donc votre tenseur d'inertie est diagonal. Le modèle de force, vous avez simplement une force qui agit. Alors je sais qu'il y a sûrement le poids du solide, il y a la réaction normale, mais ça se compense. Donc la seule force qui est intéressante, qui n'est pas compensée ici, c'est... Alors, qui n'est pas compensée, elle n'est pas compensée par une autre force exerçant un couple, mais bien sûr, si le point G ici est fixe, ça veut dire qu'il y a des forces qui maintiennent, donc il y a des forces agissant en G qui empêchent le solide de bouger, que je n'ai pas représenté ici, bien sûr. D'accord. Donc ici, il y a sûrement des forces de... c'est pas sûrement, il y a des forces de réaction qui s'opposent à F, selon la première loi de Newton, de façon à ce que le point G reste immobile. Donc le modèle de force, donc ce qui m'intéresse ici, c'est F égale F, donc ça va être le long de epsilon 2. Donc je vous l'ai dit, hein, rigoureusement, là, vous devriez dire qu'il y a une force de réaction en G, qui va s'opposer à F. Mais vu que je ne vais pas appliquer le théorème du centre de masse qu'on devrait appliquer, parce que je sais que G est immobile, je me permets de faire ça. Mais d'accord, mais vous devez le préciser. Donc là, force de réaction en G s'opposant à... Donc force de réaction en G, maintenant le solide, maintenant le centre de masse. D'accord, le centre de masse, G immobile. Voilà. Pourquoi je ne la mentionne pas, cette force? Parce qu'elle ne m'intéresse pas, car moi, ce qui m'intéresse, c'est la rotation du solide, et les forces agissant en G, elles ne vont pas intervenir, car je vais appliquer le théorème du moment cinétique en G, donc je vais calculer le moment des forces en G, et les forces qui s'appliquent déjà en G ont un moment de force nul en G, donc elles ne m'intéressent pas pour le théorème du moment cinétique, d'où le fait que, là, dernier argument pour dire que j'exprime simplement F epsilon 2, donc vous voyez bien. Donc ça, c'est une force. Donc vous comprenez en fait. Là, vu que le repère epsilon 1 epsilon 2 tourne, la force aussi. Donc j'ai un système mécanique un peu particulier qui fait que la force va en fait se balader avec, va tourner aussi avec. C'est un peu particulier, mais on peut le faire. Voilà. Donc ce serait comme moi qui prendrais un cylindre puis je m'amuse avec ma main à le faire tourner. Donc je suis en train d'appliquer une force la plus tangente possible et je fais tourner le cylindre de plus en plus vite comme ça. Et la force aussi va être constante ici. Je vais définir F comme constante. Ouais, ça je vais le préciser. C'est mon modèle aussi. Et ici c'est pas toujours le cas, mais ici je vais dire que F égale constante. D'accord? La norme est constante. La loi de la dynamique, je vais appliquer le théorème du moment cinétique. Cinétique en G. Et normalement, vous devez appliquer les deux lois de la dynamique lorsque vous traitez le théorème du moment cinétique en G. Lorsque vous étudiez le mouvement d'un solide indéformable, sauf que comme son centre de masse est immobile, le théorème du centre de masse, qui est la deuxième loi de Newton appliquée au point qu'est le centre de masse, on va juste nous dire que le point ne bouge pas, donc ça ne nous sert à rien. D'où le fait que j'applique que le théorème du moment cinétique pour obtenir jusqu'à 3 équations pour décrire les rotations du solide. Alors, le théorème du moment cinétique énonce que la somme des moments de force extérieure agissant en G est égale à la dérivée du moment cinétique en G. Maintenant, pour le solide indéformable, on a une belle expression pour le moment cinétique. On utilise le vecteur de vitesse angulaire et quoi d'autre? Et bien sûr le tenseur d'inertie. Alors, pour ça, je vais définir le vecteur de vitesse angulaire. Ça va simplement être oméga, voilà, et c'est selon epsilon 3, ou z, je vais dire epsilon 3, afin de l'exprimer dans le même repère que le repère d'inertie. Donc, je vais calculer LG. LG, ça va être égal à, c'est un vecteur, il va être égal au tenseur d'inertie en G, IG, qui prend en produit matriciel le vecteur de vitesse angulaire oméga.
Alors rappelez-vous, oui, donc là c'est bien le vecteur de vitesse angulaire de votre solide et tous les points du solide tournent à la même vitesse angulaire. Alors je sais qu'on peut considérer que le point G c'est le centre de rotation, donc il tourne sur lui-même ou il ne tourne pas, bon c'est un cas limite, mais bref. En tout cas, la formule reste valide, même si vous êtes en G et que vous considérez que le point G est immobile. J'ai dit qu'on ne considère pas, nous, que un point en fait tourne sur lui-même. Moi, c'est ce que je ne considère pas. Peut-être j'ai tort, mais en tout cas, la formule reste valide. Rappelez-vous que tous les points de votre solide tournent, parce qu'il est indéformable, ont la même vitesse angulaire, y compris votre point G. Donc même si vous appliquez ici, en fait, rappelez-vous, ne vous cassez pas la tête à essayer de trouver la vitesse angulaire du point en question. Simplement mettez la vitesse angulaire du solide. Voilà. Alors maintenant, j'ai mon tenseur d'inertie. Ça va être I perpendiculaire, 0, 0, 0, I perpendiculaire, 0, 0, 0, I parallèle, qui prend produit matriciel. Donc, maintenant qu'on a G de composantes, j'en ai qu'une, 0, 0 et oméga. Donc, votre produit matriciel, il va être effectué comme suit. Ces trois composantes vont prendre ces trois-là, donc I perpendiculaire fois 0 plus 0 fois 0 plus 0 fois oméga, j'obtiens 0. Fois, bien sûr, ça c'est la composante selon epsilon 1. 0 fois 0, donc ces trois-là, plus I perpendiculaire fois 0, plus 0 fois oméga, selon epsilon 2, ça aussi ça tombe. Il ne reste plus que 0 fois 0, plus 0 fois 0, plus I parallèle, fois oméga, selon epsilon 3. Et ça, en fait, c'est une formule que vous aurez pu obtenir immédiatement parce que vous traitez un problème de rotation d'axe fixe. Mais je voulais rester assez général, de façon à vous montrer que travailler avec un tenseur d'inertie, ça n'a rien de dangereux, quoi. C'est assez simple. Voilà. Maintenant, je vais dériver le moment cinétique. Et pour ça, je sais que le moment d'inertie est constant. Epsilon 3 est constant, car c'est le même vecteur unitaire que E3, qui est fixé au référentiel d'étude. Par conséquent, je prends simplement la dérivée de oméga. J'obtiens oméga point, qui est l'accélération angulaire de mon solide. Donc ça, c'est typique des problèmes où il y a des solides en rotation d'axe fixe. Maintenant, je veux la somme des moments de force extérieure. Le seul moment de force que je vais avoir, ça va être celui qui va récupérer le point, la force F ici. Donc ici, je vais peut-être dire que je suis au point, je ne sais pas, c'est un point qu'on va appeler P, qui tourne avec la roue. Donc je vais obtenir Mg, extérieur va être égal à Gp, qui prend en produit vectoriel la force F, ce qui va être égal à R epsilon 1, qui prend en produit vectoriel F epsilon 2. Par conséquent, j'obtiens RF. Epsilon 1 produit vectoriel epsilon 2, ça me donne epsilon 3 avec la règle de la main droite. Donc si je reprends ces quantités-là, je les égalise, j'obtiens. Alors vu que ces deux vecteurs qui sont égaux, j'égalise ça et ça. Les composantes de deux vecteurs sont égaux si et seulement les deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales. Par conséquent, je peux directement égaliser I parallèle oméga point avec RF. J'ai qu'une seule équation en fait qui découle de ça. Donc RF est égal à I parallèle oméga point. Et si vous voulez, du coup, l'accélération angulaire va être définie comme R fois F divisé par I parallèle. Voilà, aussi simple que ça. Et vous voyez que j'ai défini F comme une constante. Ça aurait pu ne pas être constant, ça aurait pu varier dans le temps. C'est juste là, si je veux intégrer, c'est très simple, parce que toutes ces quantités-là sont constantes, donc je peux directement intégrer par rapport au temps. J'obtiens la vitesse angulaire est égale à RF sur I parallèle T plus la vitesse initiale angulaire, et j'intègre encore une fois, et je peux obtenir l'angle en fonction du temps, qui va être en T carré plus T. Donc si F n'était pas constant, là, on devrait trouver une expression pour F en fonction du temps. Voilà, c'était un cas pour comment appliquer le théorème du moment cinétique. Rappelez-vous, si je n'ai pas appliqué le théorème du centre de masse, c'est parce que le centre de masse est immobile dans le référentiel. Et je vous propose justement de traiter juste après un autre problème de solide indéformable où cette fois-ci le centre de masse bouge. Donc on va pouvoir appliquer le théorème du centre de masse. A tout de suite.